Il est vrai qu'à cette époque, je n'ai pas beaucoup d'intérêt, comme de nombreux camarades de ma génération, pour les chanteurs à la mode, Johnny Hallyday, Claude François ou France Gall. Mes chanteurs préférés sont alors Georges Brassens, Barbara, Jacques Brel, Anne Sylvestre, Jean Ferrat et Léo Ferré. Je vais les écouter parfois à Bobino, à l'Olympia et à la Maison de la Mutualité lorsque certains d'entre eux se produisent lors de meetings contre la guerre du Vietnam. C'est à cette époque que je trouve un job comme surveillant de demi-pension à l'école alsacienne, ce qui me permet d'avoir un petit salaire et déjeuner gratuitement. Un de mes collègues surveillants est un jeune militant de Nouvelle-Calédonie, Nidoich Neslin, fils d'un grand chef de l'île de Marais. Nos discussions journalières dans un café du quartier sur les problèmes de décolonisation du Caillou, comme on appelle parfois cette île, sont passionnantes. Elles viennent renforcer mon intérêt pour l'Océanie et particulièrement pour la Mélanésie. Les grandes idées dont nous discutons sont la non-violence de Gandhi et de Martin Luther King, l'évolution de la Chine de Mao Tse-tung, mais également la lutte politique de Che Guevara en Amérique du Sud. De même que la lutte de Ho Chi Minh au Vietnam. Mais je fais le choix de ne jamais adhérer à aucun parti. Lors des événements de mai 1968, nous participons avec Nidoich Neslin et moi à diverses manifestations ou à des affrontements avec les CRS. Une partie de la jeunesse française pense alors que le général de Gaulle est devenu ringard, mais en fait c'est toute la société française qui était demeurée très conservatrice. En 1969, j'obtiens une chambre à la Cité universitaire internationale du boulevard Jourdan. Au pavillon des États-Unis. Cette chambre sous les toits est en fait un atelier d'artistes dont les larges fenêtres donnent sur le parc Montsouris. Et ce sont pour moi trois années très agréables qui me permettent de développer mon altérité en me faisant de très nombreux amis étudiants originaires de différents pays du monde, Mexique, Birmanie, Niger, Cambodge, Tunisie, etc. Je suis également une année de cours d'urbanisme à la toute nouvelle université de Vincennes. Alors que je suis surveillant à l'école alsacienne en 1970, une élève me dit « Mon père, il est architecte, comme vous ». J'ai alors l'audace de lui répondre « Eh bien, peux-tu lui demander s'il a besoin d'un grouillot ?» Grouillot, c'était un employé. Et le lendemain, la jeune fille me dit « Mon papa, il voudrait bien vous rencontrer ». Et c'est comme cela que je commence à travailler à mi-temps comme dessinateur-projeteur dans le cabinet d'architecture Rousselet, un job qui durera plusieurs années. En début de 1970, il y a souvent des manifestations à Paris et un jour que nous sortons, un camarade et moi, de l'école des arts décoratifs, rue d'Ulm, nous sommes immédiatement interpellés par les CRS, car une manifestation d'un groupe maoïste a lieu dans le quartier. Nous sommes emmenés au poste et malgré nos dénégations comme quoi nous n'étions pas dans cette manif, nous sommes fichés, incarcérés durant une nuit à Beaujon. Et mon fichage en tant que manifestant maoïste, ce que je n'étais pas, a alors des conséquences lorsque je dois faire mon service militaire à la fin de 1971. Je m'étais proposé pour aller faire celui-ci en coopération et un poste à Madagascar m'était proposé pour m'occuper de livres scolaires. Évidemment, celui-ci m'est refusé. Et je suis envoyé finalement dans un camp semi-disciplinaire en Allemagne, à Stetten, en Forêt-Noire.
dans la zone d'occupation française. Ce lieu était un ancien camp d'entraînement SS durant la Seconde Guerre mondiale. À mon arrivée, je réponds présent en tant que secouriste diplômé à la demande de l'administration militaire qui recherche un infirmier. Évidemment, elle préfère choisir un coiffeur pour assurer ce poste. Devant ces deux refus de l'administration militaire d'utiliser mes compétences, je décide donc de me faire réformer par tous les moyens et j'y ai réussi au bout de 2 mois. C'est à cette époque que je déménage dans un appartement parisien, appartement à mes parents, dans le 18e arrondissement de Paris. J'y fais alors la rencontre d'un cousin mathématicien, André Régnier, qui, après avoir été professeur à l'université de Bordeaux, enseigne à l'université de Jussieu, avec des anthropologues comme Jolin et d'autres. Il est un ami de l'africaniste Alfred Adler et du juriste Michel Alliot, spécialiste de l'anthropologie du droit. Ce cousin vient d'abandonner le Parti communiste suite aux événements de Prague. Il habite un appartement voisin du mien et je fais alors discuter fréquemment, je vais discuter fréquemment avec lui durant de longues soirées sur l'actualité politique du moment. Il publie l'année suivante un article « Mathématiser les sciences de l'homme » dans un ouvrage « Anthropologie et calcul » publié dans la collection 10-18. En 1972, je fais la connaissance d'un Australien, Arthur Abrahams, auquel je donne des cours de français. Celui-ci a une plantation en Nouvelle-Guinée, non loin de la ville de Lae. Il m'invite alors à venir le visiter là-bas. Et la proposition est trop belle. Je travaille alors durant tous les mois d'été en tirant des barres chez mon architecte. Tirer des barres, c'est une expression chez les architectes de faire... à l'époque, il n'y avait pas le matériel informatique qu'il y a maintenant. Pour payer mon billet d'avion et mon séjour là-bas. Et c'est comme ça que je vais découvrir pour la première fois la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce planteur m'emmène découvrir les villages du fleuve Sepik et mes premières nuits proches de la forêt tropicale me donnent alors un sentiment d'angoisse qui se dissipe rapidement après quelques jours. Et en effet, lorsque j'ai appris à reconnaître le cri des oiseaux de nuit, les croissements de batraciens, les stridements des insectes et les battements d'ailes des grandes chauves-souris, je m'y suis très vite habitué. Ces premières découvertes des villages du Sepik, cette première découverte vient conforter mon intérêt pour cette région que j'avais déjà visionné dans les documentaires de Jacques Villeminot et dans le catalogue de la galerie Jeanne Bucher. Et à mon retour, je fais part à mon cousin Régnier de mes découvertes et de mon engouement pour l'architecture papou que j'ai aperçu. C'est là qu'il me dit « Cela t'intéresse ? Alors fais une recherche bibliographique au sujet de cette architecture. Si le sujet n'est pas encore assez traité, alors c'est à toi de le faire. Mets-toi au boulot. » Voilà. J'obtiens mon diplôme supérieur d'art plastique et celui de l'École des arts décoratifs en 1972, avec spécialisation en design dans l'atelier de Roger Talon. Ces différents diplômes en poche me permettent alors de poursuivre des études d'architecture à l'École des Beaux-Arts. C'est ainsi que je choisis de m'inscrire dans la section UP6, Unité pédagogique numéro 6, se trouvant à Paris, rue de Flandre. Je ne pense pas alors que je vais travailler 10 années pour mettre un terme à mon diplôme d'architecture. Les cours de cette section se focalisent sur les relations entre l'environnement, l'architecture et la sociologie des populations concernées. J'ai fait la connaissance de collègues qui s'intéressent, comme moi, aux architectures vernaculaires. C'est ainsi que nous créons, avec l'aide d'un enseignant, l'architecte Pierre Clément, un groupe de recherche intitulé « Architecture, anthropologie », coordonné par une sociologue, Christelle Robin. Nous réussissons à obtenir une subvention du ministère de l'Urbanisme
Et nous ferons vivre ce groupe durant une dizaine d'années en intégrant des collègues étrangers, suisses, néerlandais, italiens, et en organisant différentes réunions. Durant l'été 1973, je fais un stage au ministère de l'Urbanisme marocain à Rabat pour étudier les bidonvilles locaux. J'ai toujours cherché à faire des petits boulots rémunérateurs car je ne voulais pas que mes longues études soient un poids financier pour mes parents. Mon père étant déjà assez âgé et retraité. C'est ainsi que je vais, durant les week-ends, travailler au marché aux puces de Saint-Ouen, dans une boutique spécialisée dans la vente de cartes postales et d'objets des années 25. Je suis également embauché comme moniteur d'éducation manuelle et technique dans un foyer de jeunes inadaptés, à Issy-les-Moulineaux. Et le mercredi, je donne des cours d'expression libre, d'expression plastique libre à la Maison des Jeunes de cette même ville. Mon cousin André Régnier me dit un jour, en 1975, « Ce n'est pas dans les écoles d'art françaises que l'on t'a appris à dessiner correctement. » Alors, il me met en relation avec une de ses anciennes épouses, Jeannette Laverrière, qui est une décoratrice, un peu la challenger avec Charlotte Perriand. Mais Charlotte Perriand étant proche de Le Corbusier, bon, elle a eu plus de chance. Elle est décoratrice et elle vient d'ouvrir une galerie d'œuvres d'art rue des Francs-Bourgeois. Celle-ci a appris son métier dans l'atelier de Jean-Émile Ruhlmann, mais elle est plus proche de l'esprit du Bauhaus et de la revue L'Esprit Nouveau de Le Corbusier. Elle m'embauche comme dessinateur-vendeur et elle m'apprend alors la rigueur dans la manière de dessiner. L'année suivante, j'obtiens un poste de maître auxiliaire pour l'enseignement du dessin dans un collège d'Aubervilliers. Mon poste est renouvelé après les années suivantes pour un enseignement de travaux manuels et techniques. C'est ainsi que durant une quinzaine d'années, j'enseigne le dessin technique et d'autres travaux manuels dans diverses communes de la banlieue nord de Paris. Dans le dernier collège où j'enseigne, les collègues et moi créons un club Peuple et Culture du Monde pour encourager les élèves à avoir un regard sur la diversité des cultures du monde. Ce club a beaucoup de succès auprès des élèves, cependant, j'occupe mes jours de congé et mes week-ends à travailler pour la préparation de mon diplôme d'architecte. En 1978, les artistes Nikolai Michotouchkine et Aloy Pilioko, dont je viens de faire la connaissance chez des amis communs, me demandent de les aider au montage d'une exposition au Centre culturel de l'Abbaye des Prémontrés, près de Pont-à-Mousson, où ils souhaitaient exposer une partie de leur collection d'objets océaniens. Ils m'incitent ensuite à écrire un petit recueil sur l'architecture de Vanuatu et de me mettre en contact avec un de leurs amis, le professeur Rob Procombe, responsable de l'Institute of Pacific Studies. Je rêve à cette époque de retourner en Nouvelle-Guinée et j'entreprends alors des recherches bibliographiques sérieuses concernant les architectures vernaculaires locales. À la suite de cela, je pars accomplir un voyage de plusieurs mois en Mélanésie, à mes propres frais, pour visiter les îles Salomon, Fidji, les Nouvelles-Hébrides, la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Guinée. Ce voyage, qui s'effectue à la fin de l'année 1979 au début de 1980, me permet de recueillir différentes données pour mon mémoire de diplôme d'architecte. Lors de mon séjour à Leh, dans la ville de Leh, je fais la connaissance à l'Université de technologie du pays du professeur Mark Roth, un architecte travaillant sur les architectures vernaculaires locales. Je lui dois beaucoup car c'est lui qui m'a conseillé de choisir les villages de Palimbe et de Kankanaman pour y effectuer mes recherches futures. À mon retour d'Océanie, je me rends à Bâle, en Suisse, pour travailler dans la riche bibliothèque du musée. J'y fais la connaissance du professeur Schuster et de son équipe de jeunes ethnologues, Brigitte Hauser-Schöbling, Christian Kaufmann, Christine Kocher-Schmidt et Jörg Schmidt, Markus Schilderbeck, Milan Stanek et Florence Weiss, ainsi que Jörg Wassmann, qui viennent de passer plusieurs années dans différents villages du Moyen Sépic.
Je pense que c'est vraiment à cette époque que j'ai compris la voie que j'allais prendre. D'autant plus que les photos que j'ai rapportées de mes premiers voyages commencent à être publiées dans le Nouvel Observateur et présentées à la télévision dans une émission de Georges Decaune, dans un documentaire sur le Vanuatu et dans diverses expositions. Mes études d'architecture se terminent par l'obtention de mon diplôme d'architecte au mois de mai 1982, avec la présentation d'un mémoire dirigé par Jeanne-Marie Alexandroff, est intitulé « Un inventaire de l'habitat vernaculaire des îles mélanésiennes, étude du village de Palimbé ». Un membre du jury, Pierre Clément, qui effectue alors des recherches sur les architectures vernaculaires en Asie du Sud-Est, connaît très bien l'ethnologue Georges Condominas, qui est un métis franco-vietnamien, qui enseigne à l'École des hautes études en sciences sociales. Il me conseille d'aller lui présenter mes recherches. Et Georges Condominas est très intéressé. Il encourage en fait les étudiants poursuivant des recherches en ethnosciences. C'est ainsi qu'il m'incite à préparer un DEA à l'EHESS. Je suis alors les cours de la phrase où intervient Nicole Revel et j'obtiens ce DEA en 1984 avec dans mon jury Pierre Lemonnier. Georges Condominas m'encourage à continuer mes recherches en préparant une thèse EHESS. C'est alors que je me trouve devant un choix entre deux types de thèses. La thèse d'État, pour laquelle il faut compter une dizaine d'années, et la nouvelle thèse qui doit être terminée en 3 ou 4 ans. Je choisis la nouvelle thèse, à tort, puisque je vais mettre une dizaine d'années pour aboutir à sa soutenance. Georges Condominas accepte volontiers d'être mon directeur de thèse et c'est Jacques Barrault du Muséum d'histoire naturelle qui suit mes recherches pour la botanique. Je dois reconnaître que j'ai reçu également de judicieux conseils de mon cousin Régnier dans la préparation de cette thèse. Le livre de Gregory Bateson, La cérémonie du Naven, devient pour moi une bible concernant le peuple Yatmoul, mais je lis également les écrits de Margaret Mead. En 1983, je reçois la commande de la fabrication d'une maquette d'une maison cérémonielle sépique pour l'exposition Océanie, le masque au long cours au musée de la Marine. À cette même occasion, je publie mon premier article, Maison des hommes, maison masque ou maison masquée, dans le catalogue de cette exposition. Au mois d'août 1984, je suis invité en tant qu'intervenant à participer au colloque international CEPIC Research Today à Bâle en Suisse. Je suis très fier de cette invitation qui me fait entrer dans le monde des anthropologues professionnels. C'est ainsi que je fais la connaissance d'Anthony Forge et de Douglas Newton. Je m'applique ensuite à apprendre le Pidgin English afin de pouvoir converser avec mes futurs interlocuteurs papous. L'obtention d'une bourse de la Fondation Singer-Polignac en 1976 me permet de retourner 2 mois durant les grandes vacances sur mon terrain de recherche pour y préparer une mission de longue durée. C'est à cette époque que mon père est décédé. L'année suivante, j'obtiens une bourse conséquente de la Fondation Thyssen qui me permet de retourner longuement en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour y effectuer un terrain d'une année, 1997-1988. C'est ainsi que j'ai la chance d'être très bien accueilli par une famille Yatmoul dans un petit village au bord du fleuve Sepik. Je constitue un corpus conséquent relatif aux relations entre les peuples locaux et leur environnement végétal, ce qui sera l'ossature de ma thèse. J'arrive à résoudre après 25 ans la question que je me posais dans ma jeunesse sur la signification des grands piliers à face humaine et à la langue pendante. Je rapporte de cette mission un herbier d'une centaine de plantes et plusieurs dizaines d'objets ethnographiques que j'offre au Musée de l'Homme. Mon ouvrage Traditionnelle Architecture in Vanuatu est publié alors que je suis sur le terrain en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Durant l'écriture de ma thèse, je participe à divers séminaires à l'EHESS, celui de Georges Condominas naturellement, celui de Daniel Decopé et celui de Maurice Godelier. Mais je fréquente également le séminaire de Jacques Barrault au Muséum d'histoire naturelle où les interventions de Claudine Friedberg et de Serge Bahuché sur les classifications indigènes me servent de marche à suivre.
Georges Condominas invite fréquemment des collègues étrangers à son séminaire, comme Dan Sperber ou Harold Conklin. Ce qui est très stimulant, car les étudiants peuvent leur poser des questions. Mon intérêt pour la botanique me rapproche d'André-Georges Audricourt, qui se montre à l'écoute de mes recherches. Je participe avec d'autres étudiants, comme Florence Brunois, aux sorties botaniques qu'il organise dans les forêts environnantes de l'Île-de-France. Il nous fait alors sentir et goûter, presque de force, les diverses plantes que nous trouvons sur le chemin, tout en nous présentant leurs vertus. Il ne faut surtout pas parler de symbole ou de symbolique au professeur Audricourt, car ces mots le mettent immédiatement en colère. En 1992, je fais une demande pour obtenir un détachement dans le département Unité de l'Homme et Diversité des Cultures au CNRS, section 38. J'obtiens un détachement qui sera renouvelé durant 2 années, ce qui me permet d'écrire dans de très bonnes conditions ma thèse. J'intègre alors le laboratoire technique et culture dirigé par Robert Cresswell, laboratoire au sein duquel je resterai jusqu'à sa disparition au début de l'année 2000. Je consacre donc 10 années pour rédiger ma thèse d'anthropologie à l'EHESS, et ceci comme pour mon mémoire de diplôme d'architecture. J'y présente la place occupée par les végétaux multifonctionnels dans une société d'horticulteurs-pêcheurs, les Yatmoul et les Swatch, vivant au bord du fleuve Sepik. J'y montre comment tous ces végétaux se trouvent en relation entre eux ainsi qu'avec le monde animal et comment les humains les considèrent comme des éléments de leur organisation sociale. Je ne m'inspire pas de la théorie structuraliste de Claude Lévi-Strauss, tirée très à la mode à l'époque, car je suis plus proche de la pensée d'André Leroi-Gourhan. Ma thèse intitulée « L'écorce et la moelle du retin, Chibekuvu Kwiyakuvu, conception Yatmoul de l'univers » prend une ampleur que je ne soupçonnais pas lorsque j'ai commencé sa rédaction, soit 2250 pages, réparties en 5 volumes. Le volume que je viens de me présenter, c'est le volume 5. Je soutiens cette nouvelle thèse en 1994 avec les félicitations du jury, constitué par Jacques Barrault, Pierre Clément, Georges Condominas et Michel Panoff. Michel Panoff, qui est président de la Société des océanistes, constate que je suis un adhérent assidu depuis 1982 aux conférences régulières organisées par la Société. Il m'encourage à me présenter à des élections pour le conseil d'administration en 1994. J'y suis élu et j'y exercerai diverses fonctions durant plusieurs années. Je saurai plus tard que Michel Panoff et Jacques Goodwirtz m'ont discrètement soutenu depuis plusieurs années. En 1996, ma candidature à un poste de maître de conférence du Muséum national d'histoire naturelle est acceptée. C'est ainsi qu'à 50 ans, suite au hasard de rencontres diverses et de 10 années d'efforts et de travail acharné, j'obtiens enfin un poste d'enseignant-chercheur avec, cerise sur le gâteau, la charge du département d'Océanie du Musée de l'Homme. Mes 3 rêves de jeunesse se trouvent donc concrétisés successivement. Oui, je dois évoquer la première fois que je suis rentré dans les réserves du Musée de l'Homme en tant que chargé de ses collections. On voyait d'après les grandes baies vitrées la Tour Eiffel clignoter, c'était les tout débuts de ces clignotements, et en voyant tous ces totems, ces sculptures amassées dans cette réserve, je me suis dit, quelle responsabilité j'ai d'avoir la charge de ces trésors venus d'Océanie.
En 1998, je suis missionné avec Christine Kocher-Schmidt et Stéphanie Bellart dans le cadre d'un grand projet européen, Avenir des peuples des forêts tropicales, APFT. Il s'agit de constater les conséquences sur les populations locales des coupes à blanc des forêts effectuées par les compagnies forestières asiatiques dans la région de Vanimo, non loin de la frontière indonésienne, dans le nord de la Nouvelle-Guinée. Un énorme tsunami vient d'avoir lieu lorsque j'arrive et qui détruit plusieurs villages du lagon de Sisano, faisant 3000 morts. Évidemment, je me porte volontaire durant plusieurs jours en tant que secouriste pour soigner les blessés. Voilà, et ça sera des jours assez difficiles de constater les dégâts sur les personnes, ce tsunami. Peu de temps après mon retour de cette mission, ma mère décède. Voilà. Alors ce n'est qu'en novembre 2010 que je me décide à passer mon HDR, habilitation à diriger des recherches, soit 3 ans avant ma mise à la retraite. Et je continue cependant mes recherches en tant qu'attaché honoraire du Muséum d'histoire naturelle. Voilà. Plus tard, je me ferai un point d'honneur de publier dans le journal de la Société des océanistes des hommages à mes maîtres et à mes inspirateurs lors de leur disparition. Georges Condominas, Jacques Barrault, Michel Panoff, Jean Guillard, Nicolas Nitschoutuchkine et naturellement Jacques et Betty Villeminot.